Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bonjour Aurore. Bonjour Manuela. Bienvenue sur le podcast de la grande famille. Merci, je suis ravie d'être avec vous. De partager Aurore, c'est toujours un plaisir d'accueillir notre communauté de familles d'accueil et de jeunes au pair. Merci. Aurore, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse vous présenter et nous expliquer comment on s'est rencontrés et comment vous êtes devenue famille d'accueil et un petit peu votre parcours de famille aussi un petit peu globe-trotteuse. Oui, tout à fait. Je vais commencer déjà par décrire ma famille. On est une famille, on est mon mari et moi. J'ai 2 enfants, donc de 10 et 5 ans. Et on a commencé à accueillir des jeunes filles au pair en 2016. Donc ma fille avait 3 ans. Depuis, on en a accueilli donc 7 jusqu'à cette année où nous avons quitté le pays pour vivre une nouvelle aventure. Donc le choix de la fille au pair pour nous était pas évident dès le départ parce que quand on a discuté des alternatives qui étaient possibles pour la garde de notre fille quand elle est rentrée à l'école, quand elle a eu 3 ans, j'ai un peu mis de côté cette option parce que j'ai été guidée dans mon esprit par les stéréotypes qu'on avait sur les jeunes filles au pair, qui étaient véhiculés dans la fiction et autres. Et donc, je me suis dit non, la briseuse de ménage ne viendra pas chez moi. Et puis, on a eu beaucoup de soucis au début de la garde de notre fille. On a changé beaucoup de garde à domicile, etc. Donc, on a réévalué cette option avec mon mari. Au départ, on est passé par une agence, par méconnaissance, on a choisi une agence comme ça un peu au hasard. Et fort heureusement, on a eu une vraie perle qui nous a réconciliés avec l'idée préconçue qu'on avait de la jeune fille au pair. Et c'est comme ça qu'on a continué. Et puis, au bout de quelques années, à force d'être en contact sur la communauté, des filles au pair, des agences, etc., je vous ai rencontrés. Vous partagiez la même philosophie que notre famille sur l'accueil de la fille au pair, à savoir vraiment l'échange culturel, l'immersion dans la famille. Et c'est comme ça qu'on a commencé à partager avec vous pour nous aider à trouver nos filles au pair sur les dernières années. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous refaire le chemin de quelle nationalité vous avez accueilli et quel profil de jeunes au pair avec lesquels vous avez vécu? Oui, alors on a accueilli 4 nationalités différentes. Donc on a accueilli 4 Mexicaines, on a accueilli une Australienne, une Allemande et une Suédoise. Toutes sont restées entre 3 mois et 1 an et demi à la maison. Ça a été vraiment des expériences totalement différentes. On a gardé de très bons contacts avec la majorité de nos jeunes filles au pair. Il y a 2 jeunes filles au pair avec qui l'expérience a été moins positive, mais je pense que c'est lié aussi au fait qu'il y a des caractères et des personnalités totalement différentes et que des fois ça fait le match et des fois ça ne le fait pas. Néanmoins, on regrette pas du tout d'avoir accueilli toutes ces jeunes filles. Par rapport à la nationalité et leur personnalité, est-ce que vous pensez qu'il y a certains traits culturels que l'on peut dessiner? Effectivement, je pense on a vu vraiment des différences entre nos nationalités mexicaines, latines, très famille, très péchues dans leur comportement, et les nationalités un peu plus froides comme la Suède, l'Australie aussi bizarrement, mais je pense que c'est lié au côté un peu anglo-saxon. Voilà, donc on a vu un petit peu les différences. Après, c'était aussi notre choix de recevoir des jeunes filles qui étaient relativement jeunes, autour de la vingtaine, pour justement qu'elles soient très famille et très axées sur les jeux et les relations avec les enfants. Les jeunes filles mexicaines, latines ont notre préférence si on devait reprendre une jeune fille au pair après notre séjour. Habituellement, vous recrutez à quelle période, pour quelle durée à peu près, Aurore? Alors les premières jeunes filles, on les a recrutées après l'été.
Et elles sont arrivées au mois de janvier pour une durée d'1 an. Quand on a eu notre fille au père mexicaine qui était avec nous pendant le confinement et la période Covid, et donc elle est restée 1 an et demi avec nous, on a reconduit son visa. Ça a permis de se recaler sur l'année scolaire pour recevoir la suivante. D'accord. Mais en général, oui, c'est 1 année pour nous. C'est volontaire que ce soit 1 année? Oui, tout à fait. On pensait qu'au départ, c'était pour vraiment lier des liens avec la personne, parce que c'est quand même un très gros changement, et pour elle et pour nous. Et tisser des liens, ça prend du temps. Donc on s'est dit que sur 1 année, c'était l'idéal. Quand vous dites c'est un gros changement, comment on décortique ce changement? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous mettez dans le mot changement? Le changement, de notre côté, c'est accueillir une personne qui va effectivement s'occuper des enfants. C'est quand même l'idée première pour laquelle on a choisi d'accueillir des jeunes filles au pair. Mais c'est aussi quelqu'un qui va vivre sous notre toit. Donc, il y a des ajustements dans la vie de tous les jours qu'il faut faire. Comme j'aime expliquer aux personnes qui nous posent la question, c'est de savoir ne pas sortir de la salle de bain en petite tenue au risque de devoir croiser la jeune fille au père. Donc c'est des ajustements comme ça dans la vie de tous les jours, et puis intégrer cette personne au quotidien, dans nos activités, dans nos repas de famille, quand on sort les week-ends, lui proposer d'être avec nous. Donc c'est vraiment avoir une grande fille qui vient vivre avec nous et dont on est aussi responsable, parce que souvent c'est des grandes adolescentes qui quittent leur famille, et donc on a ce devoir de parents de remplacement vis-à-vis de leur propre famille. Et pour elles, c'est changement culturel, changement de pays, changement, arriver dans une famille qu'elles ne connaissent pas, et devoir s'y intégrer, et, avec tous les questionnements qu'elles peuvent avoir au début. Comment se comporter, qu'est-ce qui va être différent de chez elles, etc. Qu'est-ce qui vous motive profondément? Parce que ça peut être aussi un poids, tout ce que vous expliquez en termes de changement. Oui, ce qui nous motive, c'est vraiment l'échange culturel, le fait d'avoir quelqu'un comme ça qui peut nous apprendre énormément de choses sur sa culture, son pays, sa cuisine. Pour les enfants, c'est aussi des personnes avec qui ils peuvent jouer, qui sont des grandes sœurs. Nos enfants les considèrent vraiment comme des grandes sœurs quand ils en parlent. Des apprentissages, un peu une ouverture à la langue, aux langues étrangères. Alors, elles n'étaient pas là du tout pour apprendre les langues aux enfants, mais de temps en temps, il y avait des petits mots très simples qui étaient appris, les mots de politesse, compter, etc. Donc, c'est vraiment ce côté échange, et échange, culture et échange qui nous motive. Donc j'ai bien entendu que vous me disiez que c'était l'échange culturel qui vous intéressait le plus. Donc j'ai bien aimé Aurore quand vous avez parlé tout à l'heure du syndrome de la jeune fille au père, avec le cliché qui pouvait venir casser le couple, parce que dans l'inconscient, je pense que beaucoup de personnes peuvent avoir qu'une jeune fille au père arrive dans une famille, que notre mari ou notre conjoint la trouve magnifique, qu'il en tombe amoureux et que notre couple part à volo. Je le dis sous le ton de l'humour, mais je l'entends tellement souvent que ça m'intéresse en fait, parce que vous l'avez évoqué, donc ça m'intéresse qu'on en discute. Comment vous avez évolué par rapport à ce cliché que vous aviez au départ, et comment vous avez convaincu votre mari? Non, il n'avait pas besoin d'être convaincu, parce que quand on a étudié avant la rentrée de notre fille à l'école, on a étudié les différentes possibilités pour sa garde, justement le matin et le soir, et il a évoqué lui-même une fille au père. Donc il n'avait pas besoin d'être convaincu. Après, c'est plus moi qui avais besoin de l'être, justement à cause de ce cliché. Et quand on s'est rendu compte que la garde à domicile qu'on avait choisie était très compliquée pour notre fille, qui avait du mal à vivre avec la personne qui nous avait été affectée par l'agence par laquelle nous étions passés, on a eu beaucoup de changements de personnes aussi. Donc tout ça mis bout à bout, c'était pas bon pour notre fille. Donc on a choisi de passer justement vers les filles au père, toujours avec cette appréhension. J'avoue que je savais pas du tout par où commencer pour trouver une jeune fille au père. Donc je suis tombée sur une agence locale qui m'a aiguillée, et c'est vrai qu'après petit à petit, en regardant les profils, je me suis aperçue que c'était des jeunes filles tout à fait classiques, on va dire. Il n'y avait pas de velléité, en tout cas dans ce qu'elles pouvaient présenter, parce que leur dossier était vraiment complet sur ce qu'elles souhaitaient, comment
leur expérience avec les enfants, etc. Les premiers contacts qu'on a eus avec Sabina, qui était notre première fille au pair, ont été très positifs. Voilà, petit à petit, une fois qu'on l'a accueillie, elle s'est vraiment immergée dans la famille. Elle avait 18 ans quand on l'a accueillie. C'était une grande adolescente. Donc, pour moi, il y avait plus ce côté de jeune fille au pair un peu plus âgée qui pourrait briser le couple. Et il faut dire que elle a été super. C'est elle vraiment qui a fait changer mon opinion profonde sur les jeunes filles au pair, parce qu'elle a été vraiment idéale avec notre fille. C'était vraiment une grande sœur. Dans la famille, elle s'est vraiment immergée complètement en participant au quotidien à nos activités. Au repas de famille, elle participait également. Elle nous a fait découvrir la cuisine mexicaine, etc. Donc, elle a vraiment brisé ce cliché que je pouvais avoir. Ok. Vous gardez des liens avec les jeunes filles au pair que vous accueillez? Oui, tout à fait. On a créé un groupe de nos anciennes filles au pair sur WhatsApp. On échange très régulièrement avec elles et on a même eu l'opportunité en 2019 d'aller au Mexique avec la famille et on les a retrouvées là-bas. Donc deux de nos jeunes filles au pair qui ne se connaissaient pas, on avait organisé de façon à ce qu'on puisse se retrouver à nos hébergements. On a été accueillis par leur famille, mais comme des princes. Ça a été vraiment une expérience super. Et on a pu rencontrer donc les parents de nos deux jeunes filles au pair qu'on avait eu jusque-là que par échange avant de les accueillir. Mais c'est donc depuis on garde vraiment ce lien avec elles, pas quotidien mais très régulier. Donc au fur et à mesure on intègre nos jeunes filles au pair sur ce groupe et on échange toutes ensemble. Super. Donc finalement vous devenez une famille internationale quelque part. Exactement. Une famille nombreuse internationale. C'est chouette. Vous nous avez présenté votre famille, Aurore, mais vous ne nous avez pas expliqué où vous habitez. Et est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre parcours professionnel, parcours de vie? Oui, tout à fait. Donc nous, on habite en région de Savoie. On n'a pas toujours habité là. On était de la région parisienne initialement avec mon mari. Et puis, on a eu un coup de cœur pour la région. On est venu s'installer sur la région de Savoie dans les années 2005-2006. Puis, on a poursuivi notre activité professionnelle dans le bassin régional. On a également déménagé à la frontière suisse où il y avait plus d'emplois qui correspondaient à nos activités, à mon mari et moi. On a vécu un petit peu en Haute-Savoie du coup. C'est là où on a reçu notre première fille au pair, justement parce qu'on avait une très grosse pression professionnelle et c'était important de trouver un moyen de garder notre fille et puis surtout qu'il soit positif pour elle comme pour nous. Quand on a eu l'opportunité de revenir sur la région de Savoie, on a continué à accueillir des jeunes filles au pair. Non plus parce qu'on avait forcément besoin de garder nos enfants, parce que mon mari et moi, on a pu s'établir à notre propre compte. Donc on avait des emplois du temps beaucoup plus flexibles, mais vraiment parce que c'était le souhait de continuer à recevoir ces jeunes filles et leur faire découvrir la culture française et la vie en France. D'accord. Donc un vrai élan de générosité qui est partagé finalement. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a souhaité pérenniser, même si il y avait plus vraiment la nécessité comme au départ. D'accord. Vous faites quoi comme activité professionnelle? Alors moi, je suis consultante en qualité réglementaire pour les industries du dispositif médical. Ok. Votre mari? Et mon mari est ingénieur en sécurité informatique. D'accord. Et je crois que vous avez des projets de famille et de vie qui vous ont amené en tout cas à changer de rythme de vie. Oui, tout à fait. Cette année, on a décidé de prendre du temps pour la famille, du temps pour nous et de partir sur les routes pour découvrir le monde. Donc, tout en poursuivant notre activité à distance qui nous le permet. C'est une expérience qu'on a envie de faire partager à nos enfants pour qu'ils découvrent vraiment l'ouverture culturelle et d'autres pays et s'ouvrent au monde. Ok. Donc votre périple, vous l'avez planifié sur quelle durée? Sur un an. D'accord. Voilà, c'est un départ
sur début d'année, en fait sur une année scolaire, pour qu'il n'y ait pas de rupture pour les enfants. Et vous allez visiter quel pays? Alors on a visité un petit peu les États-Unis. Là on est revenu en France temporairement pour repartir sur les routes européennes. D'accord. Donc avec l'Italie comme premier stop, puis la Grèce, avant de remonter vers les pays scandinaves et terminer par l'Irlande, l'Écosse. Ok. Vous voyagez de quelle façon? On voyage en camping-car, donc on a un camping-car européen, parce que aux États-Unis on avait un camping-car américain, donc ce qui est la même chose 1,5 fois plus grand. D'accord. Donc là, on a un grand camping-car européen avec des lits superposés pour les enfants, une grande capucine pour nous, et puis un espace de vie central. Ok, je trouve ça super comme projet et c'est marrant parce que j'ai d'autres familles au pair qui prennent ce pli aussi de voyager. Donc je me dis peut-être que quand on accueille des jeunes étrangers à un moment, pour certains, ça nous donne envie aussi de le vivre d'une autre façon et finalement d'aller à la rencontre de nouveaux pays. Ah oui, je pense que ça favorise effectivement l'envie de voyager, de découvrir le monde, effectivement. Comment vous l'avez préparé? Vous l'avez préparé combien de temps à l'avance, ce voyage, Aurore? Au moins une année à l'avance. D'accord. De façon à pouvoir trouver le bon moyen de locomotion, les lieux où on souhaitait aller, et puis tout aménager, tout organiser aussi en amont d'un point de vue professionnel et puis personnel pour partir serein. Et les destinations, vous les avez choisies sur quels critères? Alors les destinations, on voulait se dépayser, donc au départ l'idée c'était de partir sur États-Unis, Canada et puis Mexique, avec l'idée peut-être de retrouver aussi nos jeunes filles mexicaines sur le parcours. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi le continent nord-américain, qui était le plus accessible et le moins éloigné, on va dire culturellement dans un premier temps, de l'Europe. Et puis la conjoncture et puis les désastres naturels qui ont affecté autant la Basse-Californie que la Floride nous ont fait un petit peu revoir nos plans. Et c'est pour ça qu'on est rentré pour repartir sur l'Europe, en se disant qu'il y aurait énormément de choses à voir aussi en Europe, notamment les pays qui sont très riches historiquement et puis culturellement. Donc on s'est dit que ça serait toujours des paysans, même si c'était moins exotique, on va dire, que les premières destinations, mais on sait que si on a l'occasion, on poursuivra ces visites plus tard. Ok. Et l'organisation de la scolarité des enfants, comment vous faites? Eh bien, je fais l'instruction en famille pour les enfants. Donc, depuis cette année, ça a beaucoup changé parce qu'il a fallu demander une autorisation à l'académie pour avoir l'autorisation de faire l'instruction en famille, alors qu'avant c'était juste une déclaration. Donc il a fallu montrer patte blanche à l'académie, et puis là on organise l'école tous les jours avec les enfants, tous les matins. Je passe pour les deux à peu près 2 heures, 2h30 tous les matins, quel que soit le jour de semaine. Il n'y a plus de rythme scolaire avec les mercredis ou les week-ends, il n'y a plus de vacances scolaires non plus, c'est vraiment tous les jours. On passe en revue les différents apprentissages. Et si on a des visites ou des activités ou autres, effectivement, on ne fait pas forcément ce jour-là, mais on s'organise au moins tous les jours. Et ça va, ils décrochent pas trop. Enfin, je veux dire, ils sont motivés à travailler. Il y a eu un petit temps d'adaptation, de se dire que c'était maman qui était la maîtresse maintenant. Et puis, au fur et à mesure, ils ont bien compris que par rapport à être toute la journée à l'école avec d'autres camarades, pas forcément une enseignante qui pouvait être aux petits soins d'eux quand ils comprenaient pas et tout ça. Donc, ils ont bien compris que c'était aussi un gros avantage pour eux, pour pouvoir évoluer dans leurs apprentissages. Et puis, la richesse de ce qu'on peut découvrir là où on visite, etc., ça n'a pas de prix pour eux. Donc, non, ça se passe plutôt bien maintenant, après cette adaptation.
Ok. Et vous continuez donc à travailler en même temps que vous faites votre tour d'Europe ou tour. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, en rythme moins soutenu, bien évidemment, pour pouvoir profiter, mais mon activité me permet de pouvoir réaliser des missions auprès de certains clients. Donc, sur un petit vivier de clients avec qui j'ai gardé le contact avant de partir, je fais mes missions. Ok, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez nous partager de vos expériences en tant que famille d'accueil, Aurore? Hein, pour nous, ça a été vraiment ouais, une super expérience. Les filles au pair, je sais pas quoi dire. Je suis perdue. Moi, j'ai une question. Aurore, vous nous avez dit que vous aviez accueilli 7 filles au pair. C'est bien Oui, ça, hein? oui, oui, Il y en a 2 avec qui ça s'est pas bien passé. Est-ce que vous oui, pouvez nous expliquer ce qui s'est pas bien passé? oui, tout à fait. Alors, la première fille au pair avec qui ça ne s'est pas très bien passé, c'était une fille au pair mexicaine. Au départ, ça s'est relativement bien passé. Et au fur et à mesure du temps, elle a eu de la nostalgie, je pense, pour son pays. Elle avait probablement un petit ami qui était resté au pays. Donc, ce qui facilitait pas non plus le côté intégration. Donc, elle passait beaucoup de temps renfermée sur elle-même, enfermée dans sa chambre. Entre-temps, sa famille, il y a eu beaucoup de changements également. Ils ont déménagé. Donc, tous ces référentiels de son pays changeaient alors qu'elle n'y était pas. Donc, je pense que ça a participé à la nostalgie qu'elle avait. On a essayé d'ouvrir la discussion avec elle. Elle n'a pas saisi les opportunités. Et elle a souhaité nous quitter au moment de la rentrée scolaire suivante, parce qu'on l'avait de janvier à décembre. Donc, au mois de septembre, elle nous a exprimé son souhait de partir, parce qu'elle était vraiment, vraiment pas bien. Et donc, on a dû se réorganiser très rapidement pour lui permettre de partir et nous trouver quelqu'un d'autre pour terminer l'année, parce qu'on avait déjà trouvé la jeune fille qui la remplacerait au mois de janvier. Je pense que pour cette jeune fille au pair, ça a été vraiment un ensemble d'éléments qui ont mené à la dégradation de la relation. Des choses qui changeaient de son côté, une relation amoureuse qui était un peu difficile, et puis le fait qu'elle n'ait pas osé peut-être s'en épancher auprès de nous, et donc se renfermer sur elle-même. Et pour notre deuxième fille au pair, qui était donc suédoise, cette fois-ci, elle ne s'est pas du tout intégrée dans la famille. Elle vivait l'expérience plutôt comme une relation employeur-employé. Okay. Et c'est pas du tout ce que nous recherchons. Forcément, elle ne participait pas à la vie de famille, aux activités qu'on pouvait avoir. Et je pense qu'il y avait aussi un côté générationnel. Elle passait beaucoup de temps sur son téléphone et était complètement déconnectée aussi du monde. Donc, il y avait très peu d'échanges avec elle. D'accord. Justement, comment vous gérez ça, le fait qu'elle passe beaucoup de temps sur son téléphone? Alors, c'est un sujet qui est assez compliqué, parce que la génération actuelle, donc nous, les jeunes filles au pair, ont autour de 19-20 ans en général, et elles ont vraiment le téléphone greffé. C'est les réseaux sociaux tout le temps. Donc, c'est assez compliqué de leur faire lâcher. On essaye d'en discuter avec elles aussi, parce que nous, l'important, c'est quand elles sont en responsabilité avec les enfants, c'est qu'elles n'ont pas le téléphone dans la main. Elles doivent s'en occuper, donc trouver des activités pour jouer avec eux, les surveiller si elles les emmènent au parc ou ailleurs. Donc, c'est un sujet qu'on aborde déjà dès le départ. Lorsqu'elles arrivent, c'est dit dans les premiers instants. C'est un sujet qu'on réaborde ensuite au fur et à mesure du temps si on constate qu'il y a un peu de laisser-aller. Et puis, dans la vie de famille, on essaye d'établir des règles aussi, pas de téléphone à table, ce genre de choses, pour que les choses soient carrées pour tout le monde. Donc, c'est aussi des choses auxquelles nous, en tant qu'adultes, on doit se soumettre également, voilà, pour pouvoir montrer l'exemple, parce que c'est pas toujours évident. Nos vies sont énormément régies par cet outil. Oui, je comprends. Quel conseil vous auriez pour recruter une au pair? Vous vous basez sur quoi? Déjà les profils, pour savoir un petit peu leur expérience avec les enfants. Le fait que ce soit une jeune fille dans le sens âge, c'est important pour nous également,
parce qu'on s'est rendu compte qu'elle, autour, on va dire, maximum 22 ans, elles étaient vraiment famille. Elles étaient encore, elles sortaient du cocon familial et retournaient dans un cocon familial, donc elles avaient beaucoup plus de facilité à s'intégrer à la famille, et puis aussi à jouer avec les enfants, à trouver des activités. Des jeunes filles qui ont déjà 24-25 ans, pour nous en tout cas, n'ont pas été des expériences très positives, parce que elles étaient moins dans le jeu de rôle avec les enfants. On a des enfants qui aiment beaucoup jouer aux petites voitures, aux figurines, donc il faut passer du temps à inventer des histoires, et c'est pas forcément évident. Et puis ensuite, au niveau du recrutement, c'est vraiment la première communication vidéo qu'on a avec elles qui est importante pour nous. C'est là où on voit comment elles participent. Si on intègre les enfants, on voit si elles leur parlent, si elles essayent de communiquer, malgré qu'elle n'ait pas forcément un très haut niveau de français. Donc, on voit un petit peu le comportement à ce moment-là. Et ensuite, on poursuit les échanges si tout se passe bien. Et tout à l'heure, vous parliez des traits culturels, j'ai envie de dire, entre les différentes nationalités que vous avez accueillies. Oui. Est-ce que, selon vous, il y en a qui sont plus appropriés en fonction de l'âge des enfants? Non, je pense pas que ça soit un critère pour le choix des au-pairs. Je pense qu'elles ont toutes des personnalités différentes, hein, même au sein d'une même nationalité, elles ont des personnalités différentes, donc forcément, ça sera des caractères différents. Donc, je pense pas que le pays soit un critère vraiment différenciant par rapport à l'âge des enfants. Ok. Et dans leur parcours, elles avaient quoi comme profil en termes d'études, d'expérience Alors, d'expérience avec les enfants, c'était souvent du babysitting, de la garde d'enfants dans la famille, etc., des frères, des sœurs, des cousins. On a eu une fille au pair qui avait eu une expérience en crèche dans son pays. D'accord. Et puis, les autres, on en a qui ont fait des études pour devenir cuisiniers. Elles étaient très intéressées par découvrir la cuisine française. D'autres qui sont dans l'événementiel maintenant. Donc, voilà, des profils très différents au niveau des cursus. Ok, c'est vrai que c'est ce que moi aussi je peux constater dans mon quotidien, que les profils peuvent être très diversifiés, et donc c'est intéressant d'avoir ce retour-là, parce que finalement il n'y a pas de stéréotypes sur le type de formation ou le type d'expérience pour vivre une expérience au pair. Oui. Une dernière question, dans les missions que l'au pair elle réalise chez vous et les tâches que vous lui confiez, qu'est-ce que ça comporte? Donc pour nous, l'emploi du temps était de s'occuper des enfants le matin pour les emmener à l'école. Ensuite, elle avait quartier libre, et le soir, elle devait les récupérer après l'école, les emmener faire des activités, les occuper jusqu'à ce qu'on revienne à la maison après nos emplois, et les emmener aux activités le mercredi. Donc les garder le mercredi et les emmener aux activités extrascolaires qu'ils pouvaient avoir. Okay. Voilà, donc il n'y avait pas de travail le week-end, pas de travail en soirée. Il y a eu quelques babysitting, mais toujours à la demande et selon si elle le souhaitait ou pas, faire ces extras-là. Et quand vous dites accompagner les enfants, il fallait qu'elle le fasse avec une voiture, ou elle utilisait les transports en commun? Non, elle utilisait une voiture. Ça a été un sujet aussi avec... donc il fallait qu'elles aient le permis, ça c'est sûr. Conduite d'une voiture manuelle, parce que dans certains pays c'est l'automatique, et on s'est aperçu que la conduite était vraiment très différente d'un pays à l'autre. Et pour certaines, on leur a fait reprendre quelques cours en arrivant, notamment l'Australienne qui, elle, conduisait de l'autre côté de la route, chez elle. Donc, elle a souhaité prendre des cours pour bien se remettre dans les bonnes conditions françaises. Et puis, je pense que pour certaines de nos au-pairs mexicaines, ça a été important parce que la signalisation n'est pas du tout la même. Et donc, ça leur a permis de reprendre confiance surtout et de découvrir l'environnement, d'avoir des cours de conduite avec un moniteur. Elles ont pris 2 ou 3 heures chacune, et puis après, elles étaient tout à fait aptes à conduire les enfants. Ok, mais écoutez, Aurore, merci pour tous ces retours d'expérience et ce partage. Merci à vous.
toujours intéressant d'entendre la façon dont vous le vivez, par quoi vous êtes passé, parce que je pense que ça pourra donner des conseils aussi aux familles qui ont le projet et qui nous écoutent. Je vous souhaite un magnifique voyage en Europe. Et merci beaucoup. On aura l'occasion de vous revoir sur le podcast pour que vous nous racontiez ce périple que je trouve absolument super excitant à préparer, et j'espère vraiment que vous en tirerez tout ce que vous recherchez. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité pour parler de l'expérience au pair, et ça sera avec grand plaisir que je partagerai notre tour d'expérience sur le voyage. Bonne journée Aurore, à bientôt. Bonne journée Manuela. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.